L'incursion de l'armée ukrainienne à Koursk serait un échec selon Vladimir Poutine. Il assure que cette offensive n'a pas permis de freiner l'avancée des troupes russes en Ukraine. Après des semaines d'attente, le président français Emmanuel Macron a nommé ce jeudi l'ex-commissaire européen de droite Michel Barnier au poste de Premier ministre. Une personne armée a été tuée à Munich jeudi après un échange de coups de feu avec la police dans une zone proche du consulat d'Israël et d'un musée consacré à l'histoire nazie. À mi-mandat, la chef du gouvernement et du parti Frères d'Italie a réuni son camp pour définir les futures orientations pour le pays. L'offensive ukrainienne à Koursk serait un échec, c'est ce qu'affirme le président russe qui s'est exprimé sur le sujet lors d'un forum économique dans la ville de Vladivostok. Kiev assure contrôler plus de 1000 km² de territoire dans la région. Mais selon Vladimir Poutine, cette incursion débutée le mois dernier sur le sol russe n'a pas permis de freiner l'avancée des troupes russes en Ukraine. Проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. И священный долг вооруженных сил сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Ну и вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать. Что касается военной стороны дела, то я уже об этом говорил. Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которое является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Vladimir Poutine a également ironisé sur la politique américaine et les candidats à l'élection présidentielle de novembre, en apportant son soutien à Kamala Harris sur un ton sarcastique. Был действующий президент, господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то значит, вот Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода. Le président russe s'est de nouveau dit ouvert à des pourparlers avec l'Ukraine. Des discussions qui devront se faire, a-t-il précisé, sur la base des négociations qui ont eu lieu en 2022 entre Moscou et Kiev. Il aura fallu 51 jours à Emmanuel Macron pour trouver un successeur à Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Son nom, Michel Barnier, 73 ans, vétéran de la droite et membre du parti Les Républicains. Si son chef de file Laurent Wauquiez accueille favorablement sa nomination, celle-ci suscite des avis mitigés de la part de l'extrême droite. Depuis l'annonce de la nomination de Michel Barnier, le Rassemblement national continue de laisser planer la menace d'un vote de censure à l'Assemblée. À gauche, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer cette nomination, à commencer par celle des dirigeants des forces rassemblées au sein du nouveau Front populaire, arrivé en tête aux législatives fin juin. Leurs critiques se concentrent sur le président Emmanuel Macron. Un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. C'est pourquoi il y va tout autant de la démocratie, du refus de la monarchie présidentielle, que du respect de soi-même dans cette situation. Député durant 15 ans, nommé pour la première fois ministre en 1993 avant de rempiler à 3 autres reprises sous les présidences de Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy, 2 fois commissaire européen et plus récemment négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier devra user de toute son expérience et de ses talents de conciliateur pour trouver un chemin dans une Assemblée nationale très morcelée.
En déplacement à Boulogne-sur-Mer, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réclamé un traité migratoire entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Ce mercredi, des migrants ont été aperçus en train de tenter une traversée de la Manche, alors que la veille, 12 d'entre eux avaient déjà péri pendant un naufrage, le plus meurtrier depuis 2021. Soit l'Angleterre ferme complètement, bien entendu, ses frontières, soit il sécurise un peu plus le passage, parce que on ne peut pas faire prendre des risques aussi importants à tous ces hommes et ces femmes épris de liberté qui ont fui la guerre et qui n'ont qu'une envie, c'est de rejoindre l'Angleterre. Dans le même temps, au large de l'Italie, les gardes-côtes ont sauvé 7 hommes de la noyade après le naufrage d'un bateau parti de Libye. Le navire Sea-Watch est lui arrivé ce mercredi dans le port italien de Civitavecchia, avec 289 personnes secourues à son bord. Les autorités italiennes ont décidé de l'immobiliser pendant 20 jours parce qu'il n'avait pas attendu le feu vert des autorités libyennes pour secourir des migrants. Une personne a été tuée à Munich jeudi après un échange de coups de feu avec la police. Les agents ont remarqué que le suspect portait une arme dans une zone proche du consulat d'Israël et d'un musée consacré à l'histoire de la ville à l'époque nazie. Der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen, das wissen Sie, hat oberste Priorität. Das ist natürlich sehr bitter, dass es ausgerechnet dort vor dem NS-Dokumentationszentrum und Generalkonsulat von Israel stattgefunden hat. Es ist meiner Erkenntnis nach eine statische Lage. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun autre incident n'a été signalé selon la police, qui a tout de même renforcé sa présence dans la ville. Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que le consulat était fermé au moment de la fusillade et qu'aucun membre du personnel n'a été affecté par l'incident. Cette journée marque le 52e anniversaire de l'attaque de la délégation israélienne aux Jeux Olympiques de Munich par des militants palestiniens en 1972. Rien ne permet de déterminer pour l'instant s'il existe un lien entre ces événements. Une assemblée générale tendue, réunissant plus de 15 000 employés, s'est tenue ce mercredi à l'usine de Wolfsburg, le berceau de Volkswagen. Le comité d'entreprise du premier groupe industriel allemand a reproché à sa direction de ne pas les protéger assez. Daniela Cavallo, la syndicaliste en chef de l'empire Volkswagen, promet une résistance acharnée aux fermetures d'usines. Wir haben aufgezeigt, dass es zu kurz gegriffen ist, nur über Arbeitskosten zu sprechen und über Standortschließungen. Denn es gibt ganz viele Stellhebel, die das Unternehmen zu verantworten hat. Da geht es uns darum, dass wir natürlich wettbewerbsfähige, gute Produkte haben müssen, die die Kundschaft auch uns aus den Händen reißt. Uns fehlen die Einstiegsmodelle in der Elektromobilität. Selon le comité d'administration, l'entreprise ne résistera pas à la transition vers l'électrique sans réduire ses coûts. Il met aussi en avant la concurrence chinoise et des ventes en baisse. Wir erwarten vom Vorstand, wie wir das immer getan haben, dass wir Lösungen finden, wie wir natürlich das Thema Wirtschaftlichkeit umsetzen. Weil uns ist besonders klar als Betriebsrat, wenn wir nicht Geld verdienen, können wir uns die Investitionen nicht leisten und dann können wir uns auch nicht die Zukunft organisieren. Ces annonces de plausibles fermetures sont un nouveau coup dur pour la coalition gouvernementale en place, l'économie allemande dépendant largement de l'industrie automobile. But this could be an opportunity for German Chancellor Olaf Scholz, whose popularity has plummeted over the past few years due to inter-party squabbling between him and his coalition partners. Scholz could use this crisis to showcase his leadership skills and implement policies that ensure a smoother transition to electric vehicles. Liv Stroud in Berlin for Euronews. The last time Giorgia Meloni's party, Fratelli d'Italia, held an executive meeting at a national level attended by the highest-ranking figures was in 2022, the year her government took office. So the timing of this gathering is quite significant. According to Fratelli d'Italia's officials, the aim of the meeting was, quote, to assess the work that has been done so far and outline the agenda for the coming months. Several issues were discussed during the meeting that was introduced by Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, who's also the party's president. Among them was the 2025 budget law, which is considered a key measure of the government's political program.
Il est un peu tôt pour avoir une vision complète et détaillée des mesures. Ce que nous savons, comme l'a confirmé Giorgia Meloni, c'est que l'accent sera mis sur les réductions d'impôts tout en soutenant les entreprises et en améliorant les conditions de vie des familles et des travailleurs italiens. Nous avons demandé à un membre de Frères d'Italie ce qui avait été discuté lors de la réunion et quelles étaient les priorités pour l'avenir. Giorgia Meloni ha sottolineato i grandi risultati raggiunti con l'inflazione più bassa tra i paesi del G7, il record storico dell'occupazione, una crescita superiore alla media europea e un maggiore prestigio internazionale dell'Italia. Continueremo su questa strada, è un impegno preciso che abbiamo ribadito nell'esecutivo di Fratelli d'Italia, con politiche che sostengano imprese, famiglie e lavoratori. Au cours de la réunion, Giorgia Meloni a également abordé ce qui fait la une des journaux italiens ces temps-ci, à savoir l'affaire concernant le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano, qui selon une ex-maîtresse aurait mélangé adultère et vie professionnelle en la nommant comme conseillère au ministère. Des affirmations démenties par le principal intéressé qui avait même mis sa démission dans la balance. L'affaire peut paraître anodine, mais Giorgia Meloni a averti que les erreurs ne sont pas permises dans son gouvernement. Selon un récent sondage, la majorité des Italiens approuvent d'ailleurs le leadership de Giorgia Meloni depuis son arrivée au pouvoir. Ce jeudi à Jakarta, le pape François a signé une déclaration commune avec l'imam de la plus grande mosquée d'Asie. Le dialogue interreligieux doit être reconnu comme un instrument efficace pour résoudre les conflits locaux, régionaux et internationaux, écrivent-ils dans ce texte. Prier à la mosquée lors de son périple en Asie revêt pour François une portée hautement symbolique. L'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde où 88% de la population pratique l'islam.